Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. La santé, c'est bien plus que l'absence de maladie. D'ailleurs, c'est la définition de l'OMS. La santé, un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas en une absence de maladie. Et pour en parler, notre chroniqueur régulier, Éric Simard, docteur en biologie et expert du domaine du vieillissement, également président de Eden Technologies. Alors, Éric, tu veux me parler du continuum de la santé? Oui, tout à fait, Isabelle. C'est un sujet extrêmement important parce que la majorité des gens vont penser que parce qu'ils n'ont pas de symptômes ou qu'ils n'ont pas de maladie d'identifier, qu'ils sont en santé. Et là, on a deux études préoccupantes au cours des dernières années qui ont suggéré, en fait, la vaste majorité, puis quand je dis vaste majorité, là, il y a une étude qui parlait de 88% et l'autre étude parlait de 93% des Nord-Américains qui ne seraient pas en bonne santé métabolique ou du moins seraient sur la pente descendante. Et c'est extrêmement préoccupant, en fait, parce que la santé métabolique est probablement, oui, un des indicateurs les plus précis de nos chances de vieillir en santé en tant que tel. C'est un très, très bon indicateur de nos chances de longévité. Et là, définis-moi, Éric, la santé métabolique. Est-ce que tu veux dire des triglycérides dans la norme, la glycémie dans la norme? Comment tu définis la santé métabolique? Oui, en fait, c'est la capacité du corps humain à produire à la demande de l'énergie à partir de différentes sources variées. Donc, souvent, on va entendre parler de flexibilité métabolique, mais c'est la capacité de le faire très facilement, d'aller chercher autant nos réserves d'énergie à l'intérieur du corps humain, donc d'être capable de puiser dans nos réserves de graisse, ou encore d'être capable d'utiliser le glucose, en fait, quand il est disponible, ou encore les lipides pour aller produire de l'énergie. Ça a l'air niaiseux, ce que je dis là, en fait, mais ces deux études-là nous disent que la vaste majorité de la population serait en train de développer de la résistance à l'insuline ou, entre autres, justement, commencer à avoir de la difficulté à utiliser le glucose comme source d'énergie. Et de facto, du même coup, ça veut dire qu'ils ont tendance à stocker de la graisse au lieu de l'utiliser comme source d'énergie. Donc, ils sont vraiment dans une mauvaise situation. Et là, ce qui est effarant, Isabelle, c'est qu'on ne mentionne pas pendant ce temps-là à la population qui sont pas en santé. Si on disait aux gens, attention, c'est pas parce que vous n'avez pas de maladie que vous êtes nécessairement en santé. Puis qu'entre autres, on le dirait, la vaste majorité des gens en Amérique du Nord actuellement sont sur des pentes descendantes. Il y a peut-être du monde qui dirait, attends, il faut que je fasse de la prévention, faut que je prenne ça au sérieux. Mais c'est réel, là. Parlons du bilan de santé annuel là, que les gens font, en tout cas la plupart des gens font. Moi, par exemple, je viens de faire mon bilan sanguin annuel avec Dr Lynn des Hôtels. Là, je regarde, wow, mon insuline, triglycérides, diabète. Moi, je pensais que ça serait pas bon, honnêtement, parce que j'ai une dure année, j'ai perdu mon père, j'ai les dents naturelles, j'ai pas pris de vacances depuis 2 ans. Fait que je me suis dit, moi, là, c'est sûr que ça sera pas beau. Écoute, mes résultats sont tellement top que même moi, j'y crois pas. Mais là, tu es en train de me dire, OK, malgré ton profil qui a l'air parfait, mon HDL qui est élevé, le bon cholestérol, ma glycémie, mon insuline qui est super basse, alors que moi, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, là, fait qu'hyperinsulinémie, je suis habituée. Fait que moi, je me dis que je suis en santé, je pense, mais là, tu me dis, hey, attention Isabelle, t'es peut-être pas en santé. Non. En fait, puis ça vient du fait de qu'est-ce que l'on juge être la normale pour laquelle on va décider de traiter. Et là, il faut comprendre qu'on a eu une certaine dérive. En fait, moi, j'appelle ça une dérive là, au niveau de la science médicale actuelle, pour laquelle, d'après moi, on s'est emballé au cours des dernières années sur l'idée d'utiliser des médicaments pour les applications, parce qu'on a sauvé énormément de vies. Ça a fait avancer la médecine moderne d'une façon incroyable, puis je remets pas ça en question. C'est juste qu'on en est venu qu'à se dire, que ce qu'on va évaluer, c'est quand est-ce que c'est le temps de traiter, techniquement. Mais quand c'est le temps de traiter, des fois, ça fait 10 ans qu'on est sur la pente descendante, puis pour laquelle notre situation est en train d'empirer. Puis là, 10 années à empirer, il faut comprendre que le jour où tu veux te prendre en main, puis essayer de renverser la vapeur, c'est difficile, là. T'es rendu loin, là. La montagne, il faut la remonter. Ça se fait, il y a beaucoup de gens comment on fait, Dr Éric Simard, pour se prendre en main, sachant que, mettons, le bilan, il est correct, mais là, tu dis, il est correct, mais je fais pas assez de sport, peut-être qu'il faut que j'améliore telle affaire. Donc, ces conseils-là s'appliquent à tous. Puis là, tu as préparé une diapo pour nous, là. Je veux que tu nous parles de ton indice de qualité de vie qui s'accroît là, en fonction de différents facteurs, là. Si tu veux nous le présenter.
Oui, effectivement, l'image, en fait, qu'on voit à l'écran pour les gens qui ont la possibilité de nous regarder, là, outre ceux qui nous écoutent, vous présente, en fait, les étapes dans ce que moi j'ai appelé le continuum de longévité. Juste pour faire comprendre que l'étape 2, c'est le fait d'être en santé. OK? Donc, on part de l'étape 2 en descendant, durant lequel, donc, notre qualité de vie va réduire graduellement pour passer donc à l'étape 3, qui est avoir un mauvais environnement de vie, l'étape 4, avoir de mauvaises habitudes de vie, l'étape 5, avoir des carences, l'étape 6, avoir des symptômes, l'étape 7, développer une maladie, ou l'étape 8, être malade. Et là, donc, la qualité de vie tout au long de ça diminue. Et on peut même parler, donc, parce que là, j'ai commencé à l'étape 2. L'étape 1 qui vient auparavant, c'est l'idée d'optimiser la santé. Parce qu'on peut aller plus loin que d'être juste simplement en santé puis d'être capable de maintenir notre équilibre. On pourrait peut-être même optimiser. C'est pour faire réaliser aux gens que notre système de santé actuel, puis bon, je remets pas en question, on a sûrement un des meilleurs systèmes de santé qu'on a de par le monde, vont commencer à se soucier de notre situation à partir des dernières étapes, à partir du moment où on a l'identification d'un symptôme. Généralement, c'est là qu'on va commencer à s'en occuper. Le bilan de santé a un rôle à jouer parce que là, on peut peut-être pointer des choses avant l'apparition de symptômes qui pourraient être importants justement, comme entre autres, bon, la pression artérielle ou entre autres justement les lipides sanguins. Mais généralement, de façon générale, si on regarde les grandes maladies chroniques, comme par exemple le diabète ou encore même l'Alzheimer, on sait que ça peut prendre 15 ans à développer, puis pendant ces 15 années-là, on est sur une pente descendante qui n'a pas été identifiée. Donc, ce qu'il faudrait faire au niveau de la santé, c'est identifier beaucoup plus tôt le fait qu'on n'est pas vraiment en santé, mais qu'il y a lieu d'améliorer, en fait, différents aspects de notre vie, tout simplement. Mais aussi, Isabelle, le plus important que moi je trouve, là, c'est de se dire la vérité, puis de mentionner aux gens qu'on est capable de prévenir les maladies, mais de façon extrêmement sérieuse. 80 Éric, oui. On pourrait prévenir 80 des maladies chroniques en ayant de saines habitudes de vie. C'est fou, là! Oui, tout à fait. Puis là, bon, faut donc en prendre connaissance, en prendre conscience, se motiver. Puis une fois qu'on sait qu'on devrait changer des choses dans notre vie, il faut se trouver une raison très profonde de le faire. Et là, j'ai un psychologue que j'adore, en fait, Tony, en fait, qui est à Rimouski, qui j'espère nous écoute actuellement, qui nous dit qu'une des très bonnes façons de changer des habitudes de vie, parce que c'est extrêmement difficile, c'est de puiser dans ce qu'on appelle l'autocompassion. Mm-hmm. C'est intéressant, Isabelle. Le concept puis je vais vous donner un exemple très clair de ça, en fait. Là, c'est l'autocompassion, c'est de la compassion envers nous-mêmes pour les raisons pour lesquelles on fait les choses. Je vais te donner un exemple très simple. Moi, au cours des dernières années, j'ai réduit ma consommation de vin de façon significative. Puis, bon, je sais que toi aussi, tu es une adepte, tu adores ça. Oui, moi aussi, j'adore ça. J'adore ça. Bon. Quand on arrive le soir, on vient d'avoir une très grosse journée, on est fatigué un peu, on arrive dans la salle à manger, puis on aurait le goût de se prendre un verre de vin. On se pose la question, en fait, celui-là, je le prends-tu? Ou je me garde le droit de le prendre après souper parce que je préfère le moment de l'après souper. Puis actuellement, je vais prendre autre chose parce que je sais que je le fais pour moi. C'est ça, l'autocompassion. Écoute, faut qu'on revienne là-dessus, Dr. Éric Simard. Ça me parle beaucoup. On préfère une chronique entière là-dessus. J'invite les gens, bien sûr, à te suivre. simard.com parce que tu offres une panoplie de conférences de ressources sur ton site. Et on se dit à demain. Et j'en profite pour remercier l'équipe en régie, Maximile aujourd'hui, Marianne qui était là aussi avant, Jean-Philippe. Merci, ne manquez pas l'excellente émission de l'animateur qui suit, Jean-François Barry.